Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Mon invité cette semaine est Thomas Mesnier, député à La République en marche de Charente. Bonjour Thomas Mesnier. Bonjour. Je rappelle qu'avant votre élection, vous étiez médecin urgentiste à Angoulême et qu'à ce titre, vous êtes le référent santé d'En Marche. Nous allons bien entendu donc parler de la politique de santé du gouvernement et des nombreuses manifestations de colère et de crainte de la part des Français dans différents domaines. Mais avant toute chose, puisque vous êtes élu de la première circonscription de Charente, celle d'Angoulême, un mot, s'il vous plaît, sur un de vos prédécesseurs, Georges Chavannes, mort ce mardi à 94 ans. Oui, un hommage très fort pour Georges Chavannes, qui a été élu député de la première circonscription de Charente en 86, qui avait été ministre de Jacques Chirac et qui a été un très très grand, outre député et ministre, un très très grand maire d'Angoulême, à qui la ville et le territoire charentais doivent beaucoup. Il avait repris la ville d'Angoulême dans un état financier catastrophique. Il avait su relever la ville et porter des projets à bien. Donc un hommage à un Charentais qui a beaucoup compté et qui continuera de beaucoup compter pour le territoire. Alors, vous n'aviez que 3 ans quand il est devenu maire d'Angoulême. Pour autant, est-ce qu'il a influencé un peu votre parcours politique ? Oui, c'est un homme qui était issu de l'entreprise avec des valeurs humanistes, de solidarité. Moi, c'est le maire d'Angoulême dont je me souviens quand j'étais gamin. Il a profondément marqué mon enfance comme celui de jeunes Charentais. Et donc, oui, j'en garde. J'ai pas eu la chance, malheureusement, de le connaître personnellement. Il m'est arrivé de le croiser dans les rues d'Angoulême il y a pas si longtemps que ça. Mais c'était un très, très grand Charentais. Pourtant, il a été député UDF, puis ministre délégué sous Jacques Chirac, réélu 3 fois à la députation, puis maire d'Angoulême. C'était un profil finalement très ancien monde, ça, non ? C'était les hommes politiques de ce temps-là, effectivement. On a changé un peu d'époque et de façon de faire. Pour autant, il faut reconnaître les qualités de l'homme et sa capacité de travail et sa capacité à faire. Et le territoire en a vraiment bénéficié. Je pense qu'on doit le prendre aussi en modèle. Alors, je le disais en introduction d'émission, le mécontentement prend de l'ampleur en France, qu'il porte sur des questions environnementales, des questions agricoles ou sociales. On va les détailler bien sûr dans un instant. Quel regard, avant toute chose, portez-vous sur ces blocs de contestation face au gouvernement et à la politique que vous soutenez ? Est-ce que vous craignez une convergence des colères ? Écoutez, en tout cas, il faut être très vigilant à toutes les colères qui s'expriment. Je crois qu'il faut avoir conscience aussi de l'état dans lequel on a trouvé le pays quand on a été élu. La colère qui s'est exprimée sur les ronds-points il y a bientôt 1 an, c'est déjà cette colère qui en partie nous avait élus il y a un peu plus de 2 ans. On voit bien que selon les sujets, il y a des mouvements de tension, des formes de mobilisation qui sont très différentes par rapport à ce qu'on a connu. En Marche a bouleversé le monde politique. Les mouvements sociaux tels que les Gilets jaunes bouleversent les organisations syndicales. Et quand on voit que les agriculteurs s'y mettent, quand on voit que on va en parler bien sûr après, mais voilà, les infirmiers, les avocats, tout le monde, les cheminots, encore une fois, ce front de contestation, vous, député de la majorité, vous connaissez bien les membres du gouvernement, est-ce qu'il y a une crainte réelle par rapport à cela, vous sentez bien que ça montre qu'il y a quelque chose qui est en train de... Je ne parlerai pas de crainte, mais je parlerai de vigilance et d'attention aux différents fronts dont vous parlez, qui sont des fronts qui tiennent à des sujets très très différents. Vous parliez de l'agriculture par exemple, en Charente ça se passe plutôt très bien et moi je suis en lien quasi constant avec la Chambre d'agriculture et les syndicats agricoles. Vous parliez des infirmiers, je suis en première ligne sur le dossier des urgences. Il y a d'autres sujets, notamment celui des retraites, on en parlera peut-être, qui effectivement est source de grande inquiétude pour beaucoup de monde. Et pour autant, ce sont à chaque fois des C'est le pouvoir d'achat généralement qui revient au centre de tout. C'est est-ce que je vais mieux vivre après ces mesures qu'avant, et apparemment c'est non qui domine, c'est ça Il y a beaucoup d'inquiétudes qu'il faut parfois savoir lever en faisant acte de pédagogie et en expliquant ce qu'on est en train de faire, notamment sur les retraites. Il y a une grande concertation qui est en cours. Je pense que tout le monde n'est pas forcément au courant qu'il ou qu'elle peut y participer. Effectivement, on a depuis 2 ans mené un certain nombre de politiques pour transformer notre société sur bien des étapes, pour la préparer à des défis futurs. Je pense à la dépendance, je pense aux retraites. Ce qui se passe, c'est qu'avec le budget qu'on va voter là dans les prochaines semaines, on veut encore rendre du pouvoir d'achat. Donc c'est aussi ça qu'il faut expliquer aux Français. Alors jamais le monde de la santé publique n'a connu autant de manifestations et de grèves que cette année. 200 des services d'urgence sont en grève cette semaine, 5 mois après le début du conflit. Alors entre les services d'urgence, les EHPAD, les infirmières, la psychiatrie, tous sont unanimes pour réclamer, c'est clair, davantage de moyens humains et de moyens financiers. La santé publique au bord de l'implosion, ça vous inspire quoi ?
D'abord, je le connais. Moi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avant d'avoir été élu député, j'étais médecin urgentiste à l'hôpital d'Angoulême. Et si je crois d'ailleurs, je me suis engagé en politique, c'est aussi parce que je voyais de l'intérieur ce qu'il fallait changer dans le monde de la santé. Visiblement, ça marche pas. Alors, ça prend du temps. Ce vendredi, j'inaugurais l'arrivée d'infirmiers de nuit dans les EHPAD sur ma circonscription à Angoulême. Ça, c'est une mesure que j'ai votée dans le premier budget de la sécurité sociale après mon arrivée en tant que député. Donc, ça fait 2 ans. Donc, on voit bien qu'entre le moment où c'est voté, il faut 2 ans pour que ça arrive sur le terrain. Moi, l'urgentiste, je peux vous assurer que j'ai commencé par apprendre la patience. Donc, les mesures sont en train de porter leurs effets. Les tout premiers par rapport aux premières lois qu'on a votées. Là, sur ce qui concerne les urgences, j'y ai travaillé tout l'été, j'ai fait un tour de France et j'ai fait un certain nombre de propositions à Agnès Buzyn qu'elle a pour grande partie repris. Et elle débloque 750 millions d'euros. Donc là, ce sont des moyens clairs et nets d'ici la fin du quinquennat. Donc 80% vont servir à embaucher du personnel pour justement réorganiser notre système de santé. Parce qu'en fait, la difficulté... Pardon, c'est 750 millions sans lits supplémentaires et sans effectifs supplémentaires. Alors, les 750 millions, 80%, c'est pour financer des personnels. Donc c'est des personnels en plus pour réorganiser nos systèmes d'urgence, avec des lits... Pas en plus, c'est pour des nouveaux personnels, mais par rapport à... Il va y avoir des personnels qui vont partir à la retraite, qui ne sont pas forcément remplacés, c'est pas du personnel en plus, comptablement parlant. C'est sur de nouveaux services, par exemple sur la gestion de lits, par exemple sur des personnes qui pourront répondre aux services d'accès aux soins au téléphone, sur le nouveau service public qu'on va lancer. Ce sont des transferts de non, postes, ce sont des personnels en plus, et puis des lits en plus au cas par cas, en fonction des besoins. Moi, j'ai vu dans mon tour de France des services qui fonctionnent très très bien, où il n'y a pas besoin de lits supplémentaires, et d'autres où effectivement c'est beaucoup plus compliqué, où là, à ce moment-là, il faudra ouvrir des lits. En juin dernier, le Premier ministre et la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, vous ont confié, avec le professeur Pierre Carli, qui est le président du Conseil national de l'urgence hospitalière, une mission de refondation des services d'urgence. Les conclusions sont attendues dans les tout prochains jours. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler, s'il vous plaît, leurs grandes lignes, vous qui disiez à l'époque n'avoir aucun tabou à ce sujet? Alors, on va agir. La ministre a déjà fait un certain nombre d'annonces en septembre. On compte agir sur toute la chaîne de l'urgence, aussi bien avant l'arrivée à l'hôpital, et ça, c'est toute la réorganisation de la médecine de ville. Alors, il y a la loi santé dont j'étais rapporteur qui a été votée cet été, qui va permettre d'aller dans le bon sens, mais on va améliorer encore les choses pour fluidifier, lever des petits freins. Par exemple, le fait que quand vous appelez le SAMU, qu'on vous envoie une ambulance, on vous emmène forcément aux urgences alors que vous n'avez pas forcément besoin des urgences. On pourra vous emmener directement vers le médecin de garde. On va ouvrir un certain nombre de maisons médicales à côté des gros services d'urgence pour permettre de réorienter vers des médecins généralistes les patients qui n'ont pas besoin des urgences. On va transformer le financement des services d'urgence, et ça, c'est un amendement que je vais porter dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, un amendement que je porterai la semaine prochaine. Et puis on va travailler encore sur la formation des médecins urgentistes pour que ça colle au plus aux patients qui viennent avec les motifs de consultation qui viennent. Je suis en train de travailler aussi sur tout le côté social, parce qu'il y a une grande partie d'urgence sociale qui arrive aux urgences. Vous parlez de patience et là on parle d'urgence, des urgences. Est-ce qu'on peut être patient pour les urgences? Est-ce qu'on peut être patient parce que dans combien de temps toutes ces mesures-là, c'est quoi? C'est 2, 3, 4, 5, 8 ans? C'est dans combien de temps? Alors, certaines mesures pour des délégations, absolument, mais vous avez raison, et on le doit aux Français. Certaines mesures vont entrer en vigueur à partir d'ici la fin de l'année, pour des délégations de tâches, notamment entre les médecins et les infirmières. D'autres à partir du début de l'année, et au plus tard, ce sera fin du premier semestre 2020. On va aussi travailler sur des nouveaux mécanismes pour mieux gérer les lits, créer des indicateurs pour savoir exactement où il faut créer des lits, là où c'est le plus difficile. Donc, si je vous entends bien, on réorganise de façon à faire des économies, c'est quand même ça le maître mot, le leitmotiv. Il n'y a aucune économie à faire sur la santé. C'est 750 millions d'euros en plus d'ici la fin du quinquennat pour les urgences, et on réorganise les choses. Il est hors de question de fermer des lits pour fermer des lits. Tous les lits qui ont été fermés en plus dans les années précédentes l'ont été, non pas pour des mesures économiques, mais par manque de médecins et de soignants pour s'en occuper, et par des changements de pratique avec le développement de la médecine et de la chirurgie ambulatoire. On est vraiment là, en tout cas, dans une réorganisation profonde de notre système de santé avec la loi qu'on a votée cet été, et de notre système d'urgence, parce qu'on voit bien que on n'a pas formé assez de médecins depuis 15-20 ans. C'est d'ailleurs le fond du problème. Si on avait plus de médecins aujourd'hui, on ne se poserait pas les questions qu'on est en train de se poser. Et puis surtout, l'utilisation de nos services d'urgence a profondément changé par les Français. Ceci dit, il y a des médecins qui ne veulent pas s'installer dans certains endroits aussi. C'est un vrai problème dans
dans certaines zones rurales qui manquent de médecins parce qu'il n'y a aucune volonté de la part des jeunes médecins de venir s'installer. Comment on fait? Comment on règle ce problème? D'abord, on en forme plus, parce que là, aujourd'hui, le fond du problème, c'est qu'on n'en forme pas assez, donc on a supprimé le numerus clausus pour en former davantage. Et puis là, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, on supprime un certain nombre de contrats et d'aides qui étaient inutiles et ne faisaient pas effet pour inciter les médecins à s'installer dans les zones les plus rurales. On en crée une nouvelle qui va être beaucoup plus avantageuse, surtout pour qu'il ne sera effectif que s'ils s'installent dans les 3 premières années après leur thèse, c'est-à-dire tout de suite, parce qu'on voit bien que sinon, quand ça tarde trop, ils finissent par pas s'installer. Et c'est moi ce qui m'a le plus inquiété quand j'ai travaillé sur la loi santé, c'est qu'on se rend compte que 15% des médecins qui deviennent, des jeunes qui deviennent docteurs, n'exerceront jamais la médecine. C'est quand même un problème, donc il faut savoir comment et pourquoi les remettre sur le terrain, et en particulier dans nos communes rurales. Est-ce que le travail de votre mission, que vous allez encore rendre dans quelques semaines. Dans quelques semaines, est-ce que ça met en cause la T2A, la tarification à l'activité? Absolument, c'est un mouvement de fond qu'on est en train de mener, et clairement, pour ce qui est des services d'urgence, actuellement, leur financement passe quasiment intégralement à l'activité. Le but, c'est de réduire la part de financement à l'activité à seulement un tiers ou 40% grand maximum pour en finir avec cette course à l'activité dont on voit bien qu'elle incite même les services d'urgence à accueillir tous les patients, même qui n'ont pas besoin de ces services, et qui conduisent à la surcharge globale de notre système. On parle des retraites. Le projet de réforme des retraites provoque lui aussi des nombreuses colères, celles des cheminots et des traminots qui ont un régime spécial, et puis aussi ceux des avocats, des pilotes de ligne, des infirmières qui ont des régimes autonomes. Est-ce que vous comprenez cette crainte et qu'est-ce qu'on va faire pour régler tout ça? Parce que là, ça part dans tous les sens. Je comprends tout à fait les craintes des uns et des autres. Ce que je vois avant tout, c'est que nos systèmes de retraite sont devenus complètement injustes, illisibles. Et finalement, quand on interroge les Français, ils ne savent pas quelle retraite ils auront, et la génération qui est la mienne se demande même si elle aura une retraite aujourd'hui. C'est la jungle entre les différents systèmes de retraite. Il y en a 42, il n'y en a qu'un seul qu'on a supprimé depuis le début du mandat, c'est celui des députés. Et quand vous preniez l'exemple des conducteurs de métro, un conducteur à la RATP à Paris peut partir à la retraite à 52 ans, comme quand le même conducteur à Lyon part à la retraite 10 ans plus tard. Donc c'est profondément inégalitaire. C'est pour ça que le président de la République avait annoncé dès la campagne la volonté de réformer complètement le système, où 1 euro cotisé donne accès aux mêmes droits, ce qui permettra d'avoir un système beaucoup plus juste et plus adapté à notre temps, où aujourd'hui les carrières sont beaucoup plus hachées qu'avant. Vous comprenez que, par exemple, les avocats qui ont leur régime autonome, qui en plus ont une caisse excédentaire, je crois que c'est 2 milliards d'euros aujourd'hui. Les médecins aussi. Et les médecins, ils n'ont pas envie qu'on leur prenne, ils appellent ça de la spoliation, on peut comprendre. On peut comprendre aussi que ça fasse un peu curieux de passer de 14% de cotisation à 28%. Alors, il va falloir trouver effectivement des systèmes, peut-être des voies de compensation avec certains régimes. Par exemple. Il va falloir voir effectivement ce qu'on fait des excédents dans certaines caisses. Il va falloir voir ça. La concertation citoyenne est en cours jusqu'à début décembre. Est-ce qu'il y aura une ponction de ces régimes autonomes de retraite? Je suis incapable de vous le dire actuellement. C'est à la fin de la concertation que Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire à la retraite, donnera ses conclusions et ses directions. Et puis, on ne peut pas imaginer qu'on y touche sans... À la fin, le Parlement sera souverain et avant l'été, nous voterons la loi. On ne peut pas penser à ce qu'on retouche à ces régimes autonomes sans vouloir grappiller dans les excédents quand même. On peut l'imaginer. En tout cas, la volonté est claire, c'est d'avoir un système unique de retraite pour tous. Donc effectivement, il va y avoir toute une phase de transition qui sera très longue, elle va être au moins sur 15-20 ans. Il y a cette question à laquelle il faut répondre, mais je crois qu'il faut aussi répondre aux gens qui ont des toutes petites retraites, avec des retraites minimales qu'on veut fixer à 1 000 €. Je pense qu'il faut aussi qu'on pense aux femmes qui souvent avaient des retraites beaucoup plus faibles, et on va compenser tout ça pour plus d'égalité. Effectivement, il y aura des perdants, mais il y aura aussi des gagnants. Le problème de la retraite à points, souvent, nous dit oui, mais alors le point, il va évoluer selon d'un côté ou de l'autre. Ça dépend des gouvernements, ça dépend d'une conjoncture. Comment vous rassurez les gens? Comme on disait tout à l'heure, vous disiez, les gens ne savent pas quelle retraite ils vont toucher. Avec la retraite à points, ça va être encore plus compliqué. Alors, ça ne sera pas autant compliqué dans le sens où, d'abord, ils sauront combien de points ils ont. Ils sauront pour une grossesse combien de points. Voilà. D'une année sur l'autre, on verra le point. Donc, ça permettra d'avoir des projections sur la retraite qu'on aura. Et puis surtout, le point, il sera calculé avec les organisations syndicales, avec le Parlement chaque année. Donc, il y aura quand même un choix des citoyens et de la représentation nationale pour fixer la valeur du point. La rentrée politique d'Emmanuel Macron s'est faite, vous le savez, sous le thème de l'immigration et de la sécurité, un thème qu'il souhaite placer au centre des débats. Ce n'est pas la première fois qu'un président de la République agit de la sorte. Petit rappel des faits avec ce reportage.
S'emparer de la question de l'immigration, voilà le pari lancé par Emmanuel Macron devant les députés de la majorité. La question est de savoir si nous voulons être un parti bourgeois ou pas. Les bourgeois n'ont pas de problème avec cela. Ils ne la croisent pas. Les classes populaires vivent avec. Depuis 30 ans, la gauche et la droite au pouvoir ont aussi agité ce thème hautement inflammable. Quelque généreux qu'on soit, nous ne pouvons accueillir toute la misère du monde. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, je souhaite pour la France une politique d'immigration choisie et non plus subie. Ces populations ont des modes de vie extrêmement différents des nôtres. Cette stratégie est-elle payante ? Oui, pour Nicolas Sarkozy en 2007, qui réussit à siphonner les voix du FN. À l'opposé, Lionel Jospin, pour avoir négligé ce sujet en 2002, n'est pas qualifié au second tour. Mais en 2012, le même Nicolas Sarkozy remet l'immigration sur la table et cette fois, c'est la défaite faute de bilan. Le Nicolas Sarkozy 2011-2012 a déçu sur cette question. Il part avec un passif et quand il essaye à nouveau de convaincre ses électeurs, en réalité, il n'y parvient pas. Il est accusé plutôt de courir derrière le Front National. Une stratégie perdante que théorisait Jean-Marie Le Pen il y a déjà 25 ans. je crois que les électeurs préféreront toujours l'original à la copie. En relançant ce débat, Emmanuel Macron prend donc un risque. Les Français pourraient penser qu'il n'en a pas fait assez malgré la loi Asile-Immigration votée il y a un an. Mais son calcul, l'opinion a évolué. On a des demandes récurrentes de davantage de contrôle et de refoulement aux frontières nationales. Et donc tous ces éléments incitent à penser qu'effectivement sur ces sujets-là, au moins, la société française est plus à droite qu'il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Dans son refus de laisser à Marine Le Pen le monopole de ce thème, le président veut surtout poursuivre sa captation des électeurs de droite, déjà largement entamée aux européennes. Thomas Mesnier, vous qui êtes un macroniste de la première heure, vous vous sentez à l'aise avec cette mise en avant du débat sur l'immigration ? Je suis très très à l'aise. Le président de la République n'a rien dit de plus que ce qu'il avait déjà dit dans la campagne dès 2016, dans son, je crois, deuxième meeting de campagne à Montpellier, à savoir qu'il faut regarder la réalité en face, ne pas avoir peur et ne pas avoir de tabou sur tous les sujets. Je crois que le sujet de l'immigration ne doit absolument pas être le sujet de l'extrême droite et on ne doit pas laisser à quelconque parti politique le monopole d'un sujet. Je me souviens que dans la campagne, tout le monde s'étonnait qu'il y ait des drapeaux bleu, blanc, rouge dans nos meetings. Vous trouvez qu'aujourd'hui c'est un tabou encore ? De parler d'immigration, c'est un tabou. C'est encore, pour certaines personnes, dérangeant, alors qu'on voit bien que les Français nous en parlent. Et donc, il faut savoir s'emparer de sujets et le regarder en face. Alors, je vous propose d'écouter Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas du tout, mais alors pas du tout d'accord avec vous. Pourquoi attiser cette braise-là, monsieur Édouard Philippe et monsieur Macron ? Vous avez décidé délibérément d'injecter une dose de poison de méfiance et de discorde dans les veines du pays. Comment osez-vous dire qu'aborder ce sujet, ce serait lever un tabou, en finir avec un déni de la réalité ? Comment osez-vous dire que notre pays a été privé de discussion sur ce sujet ? La famille Le Pen en a fait son programme depuis 40 ans. Ça fait 40 ans que les mêmes arguments viennent sur la table, 40 ans qu'on fait les mêmes répliques et 40 ans que le peuple français prend ses dispositions électorales en parfaite connaissance de cause. Thomas Mesnier, on n'en fait pas un peu trop ? Non, je crois pas. Il faut simplement savoir être capable d'en parler et d'en parler avec un autre prisme que celui justement de la famille Le Pen dont parlait M. Mélenchon. Moi, l'immigration, je la vois sous un angle plutôt humaniste, d'humanité, de solidarité. Dans mon plutôt passé, que quel prisme plutôt qu'un sujet d'identité et de sécurité. Je crois qu'il ne faut pas être naïf. Il faut regarder qu'a fait Nicolas ça Sarkozy en 2012. Probablement. Il faut regarder ça sous tous les angles. Moi, je pense qu'il faut savoir accueillir ceux qu'on doit accueillir. Je crois qu'il faut continuer dans notre politique d'accueil dans le cadre de l'asile, dans le cadre du regroupement familial. Et de l'aide médicale ? Et d'aide médicale, tout à fait. Parce que l'aide médicale d'État est souvent remise en cause, mais c'est avant tout une mesure de protection des Français, parce que soigner les étrangers qui viennent, c'est éviter que les Français tombent malades ensuite. Donc vous n'êtes pas favorable à une réduction de cette aide ? Absolument pas. Après, probablement qu'il y a des abus, des fraudes, auquel cas il faut lutter contre ceci.
Thomas Mesnier, au sein même du groupe parlementaire d'En Marche, on est assez divisé sur ces questions sécuritaires. Emmanuel Macron veut une société de vigilance vis-à-vis de l'islamisme radical. Est-ce que vous ne craignez pas que cela amène une sorte de maccartisation un peu en France des musulmans ? C'est le risque quand même, on est bien d'accord. Il ne faut pas associer, non mais tous les musulmans ne sont pas de dangereux islamistes. Il y a un sujet de l'islam et de l'islamisme. On en a encore vu les faits à la préfecture de police il y a quelques jours à Paris. Il y est un fait que le communautarisme monte dans certains territoires de notre pays. Il faut le regarder en face, il faut agir par la politique pour remettre de la République dans tous les territoires. C'est le cas à Bassaux, dans la Grande Garenne aussi ? Angoulême ? Je stigmatiserai pas tel ou tel quartier, mais je crois que quand on dédouble les classes dès le CP-CE1, quand on rend l'éducation obligatoire dès 3 ans, on remet de la République dans tous les territoires. Et puis quand on double le nombre d'heures de français pour les étrangers qui arrivent en France, comme on l'a fait depuis le début du quinquennat, je crois qu'on va vraiment dans le bon sens, parce que accueillir bien, intégrer bien, et pour intégrer bien, il faut aussi savoir qui on accueille, qui on renvoie à l'étranger. Il y a eu plus de 20% de plus de reconduction à la frontière depuis 2 ans que dans le quinquennat précédent. Je reviens sur le côté jeu dangereux. Certains disent que le but du jeu d'Emmanuel Macron est de faire finalement 2 blocs en France, un bloc libéral et pro-européen, grosso modo, et face à lui, un bloc nationaliste et populiste. Est-ce que c'est pas un jeu dangereux, Thomas Mesnier ? Mais est-ce que c'est pas, vous croyez, ce que les Français ont décidé par leur vote il y a 2 ans ? On a eu, en second tour de la campagne... Ça signifie qu'il n'existe rien politiquement, intellectuellement entre ces 2 blocs-là. Moi, ce que je dis, c'est que le clivage électoral, en tout cas sur la campagne présidentielle 2017, sur les européennes en 2019, est clair. Ce sont d'un côté les progressistes menés par Emmanuel Macron, en France comme en Europe, et de l'autre côté, les populistes menés effectivement par Marine Le Pen et son Front National. Ce qui arrange les choses pour En Marche, quand on est face à le Rassemblement national dans les élections, on se dit, bah voilà, il y a le plafond de verre, et grosso modo, vaut mieux. C'est plus simple de gagner face à eux que de gagner face à la gauche. En 2002, Jacques Chirac avait gagné avec 80% des voix, et le score n'a pas été le même en 2017. Je ne crois pas qu'on puisse se réjouir d'avoir une Marine Le Pen au second tour d'une élection présidentielle. Je serais bien heureux que d'autres oppositions modérées et progressistes sachent émerger. Force est de constater que, et à gauche, ce qu'il en reste, et à droite, ce qu'il en reste, aujourd'hui, on n'a pas de force capable d'amener de nouvelles idées au débat. L'écologie, il y a eu effectivement un bon score aux européennes des écologistes. J'attends de voir ce qu'ils proposeront dans les prochains mois. Alors à 5 mois des municipales, tiens justement, ça tangue un peu chez les macronistes de Poitou-Charentes. On le voit à Poitiers, mais on l'a vu aussi en Charente, où les désaccords sont de plus en plus visibles entre vous et l'autre députée LREM du département, Sandra Marceau. Cette dernière vous a accusé de forcer la porte, en quelque sorte, en tweetant une photo de vous avec Damien Bertrand, avant que ce dernier ne soit officiellement désigné par le Bureau national comme candidat à Cognac, candidat En Marche à Cognac, un comportement de commissaire politique selon elle. Est-ce que vous regrettez d'être allé un peu plus vite que la musique finalement ? Non, alors d'abord, puisqu'il a été au final désigné. Non, mais tout simplement, il n'y a pas eu de couac particulier. Il a été vu en commission nationale d'investiture le jour même. Il se trouve que je suis au bureau exécutif du parti. J'étais absent pour ma mission sur les urgences ce jour-là. Je pensais que le dossier passait en bureau exécutif. Ça ne l'a pas été. Il y a eu quelques jours de décalage. Il n'y a pas de quoi en faire tout un fromage. Alors pourquoi elle fait tout un fromage selon vous ? Écoutez, je ne sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que le terme de commissaire politique, c'est un terme militaire, que je ne vois pas la politique comme ça, que la politique, pour moi, c'est comment travailler collectivement pour l'intérêt général. Et c'est ce que je crois, je m'attache à faire depuis 2 ans. Est-ce qu'il y aura une liste En Marche à Angoulême face à Xavier Bonnefond ? Alors non, il n'y aura pas de liste En Marche autonome à Angoulême. Pour le reste, le mouvement sera amené à se positionner dans les jours prochains. Alors pour quelle raison ? Pourquoi ça ne se fait pas, enfin ce qui se fait à Angoulême par exemple ne se va pas se faire à Cognac ? Parce qu'à Cognac, on a un candidat de grande qualité, Damien Bertrand, qui depuis Donc il n'y a pas de candidat de grande qualité En Marche travaille à Angoulême, et a monté une équipe à Cognac. Il s'avère qu'à Angoulême, on n'a pas eu de personnalités qui se mettent au travail pour monter une grande équipe capable d'emporter tout le mouvement et de porter un projet en autonomie à Angoulême. Ça pose pas quand même un problème de lisibilité au niveau de la campagne dans le même département, là on va soutenir Xavier Bonnefond, là non, on va pas... Parce que vous voyez bien, moi, pour siéger au bureau de La République En Marche
à Paris, on voit bien que selon les villes, il y a des listes autonomes, il y a d'autres listes où on va soutenir des candidats, des maires sortants, il y a d'autres listes où on va faire des alliances soit avec la gauche, soit avec la droite. On s'adapte territoire par territoire. Dernier mot, vous les voyez comment ces municipales? Certains disent que ça va être très compliqué pour vous, du coup, pour avoir une assise locale. Écoutez, on va travailler justement partout, au cas par cas, en faisant de la dentelle. Effectivement, ce sont des élections compliquées pour un mouvement jeune. Les gaullistes ont mis en leur temps beaucoup de temps à gagner des mairies. J'espère qu'on arrivera cependant à avoir un grand nombre d'élus locaux en 2020 pour En Marche. Eh bien, on voit ça dans 5 mois. Merci Thomas Mesnier d'avoir accepté notre invitation pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique. Retrouvez-nous sur notre site internet ou sur les réseaux sociaux. La semaine prochaine, je recevrai l'ancien et dernier président de la région Poitou-Charentes, Jean-François Macaire, qui vient de sortir un livre dans lequel il dit tout de son action aux côtés de Ségolène Royal et dans lequel il s'explique sur l'affaire des comptes Poitou-Charentes. Pour l'heure, place au journal de la mi-journée. Excellente journée à toutes et à tous, à dimanche prochain.